à tous, c'est Antoine, et oui j'ai une sale gueule et on dirait que je n'ai pas dormi depuis plusieurs jours, mais c'est normal puisque je rentre tout juste du festival de Cannes où j'ai vu 25 films en une semaine et j'ai fait forcément un peu la fête aussi. Parmi les gros événements du festival, il y avait bien sûr la présentation hors compétition d'Indiana Jones 5, le cadran de la destinée, que j'ai eu la chance de découvrir avec pas mal d'avance puisque le film sort dans les salles françaises le 28 juin prochain. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé sans spoiler bien évidemment, mais je préfère faire un petit disclaimer maintenant. Ceci est une critique, pas un synopsis Wikipédia ou un tweet, donc pour parler du film, faut que j'évoque des scènes, des plans, des idées, même si je vais rester le plus évasif possible. Mais si même ça c'est trop pour vous et que vous voulez vraiment être vierge comme la douce Marie avant d'entrer dans votre salle de cinéma, soyez malin s'il vous plaît, partez maintenant et ça vous évitera de venir chouiner en commentaire après. On est bon? Alors c'est y part. Hello, et oui, c'est encore moi. Cette fois j'interromps 2 minutes mon estimé collègue pour vous conseiller un film. Eh oh, on est là pour ça, alors commencez pas à râler. Le film dont j'aimerais vous parler aujourd'hui et dont nous sommes partenaires, j'ai eu la chance de le découvrir au Bruxelles International Fantastic Film Festival, où il était sélectionné cette année dans la catégorie long métrage européen. UFO Sweden est, comme son nom l'indique, un film de science-fiction suédois réalisé par Victor Danell et qui sort en VOD chez nous le 25 mai. Victor Danell, c'est aussi lui qui avait réalisé en 2019 un film catastrophe appelé The Unthinkable, qui était déjà une réussite au ton original et déroutant. Il récidive ici avec cette histoire entre drame intimiste et aventure de science-fiction. On y suit la jeune Denise qui, suite à des événements inexpliqués, décide de marcher dans les traces de son père disparu en cherchant à prouver l'existence des extraterrestres. Pour l'aider, elle se tourne vers une association de passionnés prêts à repousser beaucoup de limites pour mettre la main sur une soucoupe volante. Tout comme le précédent film du réalisateur, UFO Sweden commence comme un petit drame touchant, souvent assez drôle, pour finir par en mettre plein les yeux à son spectateur en allant beaucoup plus loin que ce que pouvait laisser penser la première moitié du film. Avec des personnages variés, tous bourrés de défauts hyper attachants et un fil conducteur émotionnel très fort, UFO Sweden touche là où on ne s'y attend pas et dévoile même une panoplie d'effets spéciaux impressionnants qui achèveront de vous ébouriffer les cheveux. UFO Sweden, c'est un petit peu comme un E.T. en crise existentielle, avec de la couleur, de la chaleur, de l'humour, de l'émotion, mais aussi des réflexions angoissantes et vertigineuses sur notre place dans l'univers et la fragilité de notre réalité. Bref, UFO Sweden, c'est disponible en VOD le 25 mai, foncez et vous m'en direz des nouvelles. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée et donc le 5e et dernier opus de la saga, du moins avec son interprète d'origine, Harrison Ford. Mais surtout, c'est le seul film de la franchise à ne pas être réalisé par Steven Spielberg, mais par James Mangold, le réalisateur de Copland, Walk the Line, Logan ou encore Le Mans 66. Et franchement, il faut que je commence par là, parce que c'était de loin la meilleure idée que pouvait avoir cette Indy 5. James Mangold, c'est un bel artisan de cinéma. C'est quelqu'un qui a clairement été nourri par le classicisme hollywoodien, ses compositions stylisées et l'héritage du western, soit exactement ce qui a servi de modèle à Steven Spielberg avant qu'il ne dope l'ensemble avec une modernité un peu plus vive dans le découpage et le montage. En bref, Mangold est l'un des héritiers évidents et talentueux d'un savoir-faire à la Spielberg, mais tout en ayant un petit plus assez désenchanté qui serait conscient de sa désuétude. Comme s'il était né trop tard, James Mangold traite souvent de la fin d'une époque à laquelle les personnages essaient de s'accrocher, que ce soit à travers des courses de voitures qui deviennent l'héritier de la conquête de l'Ouest, ou la fin des mutants dans une Amérique de western décrépit. Et mine de rien, cette approche ne pouvait que profiter à un film qui, au-delà de sa mise en chantier purement industrielle, partait avec un sacré handicap. Parce qu'en plus de devoir rattraper la conclusion foireuse qu'a été le royaume du crâne de cristal, ce 5e opus doit composer avec le poids du temps et le fait qu'Harrison Ford a désormais plus de 80 ans. Forcément, on craignait qu'Indiana Jones 5 sente la naphtaline et le détergent d'EHPAD, ce qui est a priori ennuyeux pour un blockbuster d'aventure fondé sur la saga qui lui a donné ses lettres de noblesse. Mais justement, James Mangold fait de ce poids du temps la clé de voûte de son film et la source de ses plus belles idées, à commencer par celle plutôt risqué de démarrer par une longue introduction en flashback, et quand je dis longue, c'est quasi 15 bonnes minutes. On y trouve un Indy rajeuni qui infiltre une base nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, histoire d'avoir un bon gros morceau de bravoure sans avoir besoin d'y mettre ce cher Harrison. À la place, on a droit à du fameux de-aging, cette technique de rajeunissement numérique qui montre toujours autant ses limites,
Nul doute qu'Indiana Jones 5 devrait rapidement vieillir d'un point de vue technologique parce que bon, c'est quand même assez imparfait dès qu'il y a des expressions faciales un peu complexes. Mais James Mangold est suffisamment malin pour faire de cette séquence une note d'intention enlevée et épique, franchement élégante. Ça se passe de nuit, ce qui est idéal pour des effets de lumière et d'ombre bien contrastés sur les décors et les visages, des effets de fumée et couches de texture qui permettent d'estomper la technologie balbutiante. Mais ce n'est pas non plus qu'une béquille, au contraire c'est très stylisé et à la base de nombreuses idées scénographiques de la scène. Et c'est là qu'on comprend qu'Indiana Jones 5 démarre comme un classique hollywoodien qu'on aurait dopé au numérique. De wagon en wagon de train, de péripétie en péripétie, Mangold convoque l'héritage très fluide de Spielberg, que ce soit dans le tempo comique, dans la gradation presque cartoonesque de certaines situations, dont un truc lié à un obus, mais je n'en dirai pas plus, et dans la surenchère permanente de l'action. Mais le cinéaste assume aussi, derrière ce retour grandiloquent du cinéma d'aventure à l'ancienne, que quelque chose est un peu cassé. Parce qu'il s'agit moins d'assurer le retour de ce cinéma que de le recomposer chimiquement, de se permettre une séquence fantasmatique avec les outils d'aujourd'hui. On ne peut plus faire du Indiana Jones si ce n'est avec la nécromancie permise par l'artificialité du numérique. Il faut tricher, jouer avec le temps, voire contre lui, quitte à réveiller une dimension fantomatique. Et en fait c'est ça Indiana Jones 5, un film hanté par le temps où les personnages se battent pour faire exister une ultime fois leur passé et leur héritage. Alors ça marche non pas parce que James Mangold se complairait dans la nostalgie facile, mais parce qu'il croit au pouvoir d'évocation de l'icône qu'il met en scène et les motifs qui vont avec. Bon après le problème c'est que le cadran de la destinée n'a pas l'opportunité de faire mieux que son introduction, même s'il essaie avec son cahier des charges infernal. Face à l'âge avancé d'Harrison Ford, le film est bien contraint de réduire la voilure sur les scènes d'action, ou du moins de trouver des idées situationnelles qui lui demandent le moins d'efforts physiques, sans pour autant sacrifier l'énergie des scènes. Donc globalement, ça veut dire l'asseoir sur un cheval ou à bord d'un tuk-tuk, mais bon, Papy n'a pas perdu ses réflexes. Et ça peut sembler un peu ridicule, voire invraisemblable par instant, mais Mangold y croit et fait confiance au pouvoir de suggestion de son découpage et de son montage, surtout lorsqu'il faut dissimuler par un contre-jour ou une coupe rapide, un cascadeur ou une doublure. Alors ça déplaira sans doute à tous ceux qui n'avaient déjà pas aimé le coup du frigo d'Indiana Jones 4, mais le cadran de la destinée n'a pas peur du ridicule très pulp qui a nourri la franchise depuis ses débuts. Le souci, c'est que le soufflet retombe pas mal dans le deuxième acte qui s'efforce malgré ses limites d'être quand même une course-poursuite géante après le MacGuffin du récit. C'est honnêtement un poil laborieux, les personnages ont peu le temps de s'y développer et ça se contente de rejouer les codes du genre avec un panache quelque peu éteint. Le film est d'ailleurs le moins engageant lorsqu'il recycle les images d'Épinal de la saga, des grottes aux lourds secrets, aux ponts de bois fragiles, et à vrai dire, même quand il tente des trucs nouveaux, le film se plante parfois de manière assez spectaculaire. C'est notamment le cas lors d'une séquence d'exploration sous-marine qui avait tout pour me faire kiffer, mais c'est honnêtement assez brouillon dans la scénographie, en plus d'être franchement laid en termes d'effets visuels. Enfin, disons qu'on est plus proche du remake de La Petite Sirène que d'Avatar 2. Mais bon, là je fais la fine bouche, mais j'ai presque envie de dire que ces imperfections sont assez touchantes au vu de ce chant du cygne improbable. Indiana Jones 5 avait tout pour se casser la gueule, mais James Mangold est allé au bout de son envie, afin de fabriquer avec soin un blockbuster qui n'oublie jamais la sève de sa grammaire. Vous savez, tout l'inverse de Jurassic World et de son tâcheron analphabète de Colin Trevorrow. Indy retrouve même ce qui faisait le sel de ses précédentes aventures. Ça devient rapidement un buddy movie où le héros charismatique mais caractériel est accompagné par quelqu'un de très différent de lui, que ce soit Marion, son père ou son fils. Cette fois, c'est sa filleule Helena Shaw qui joue ce rôle, et l'ajout dans la franchise de Phoebe Waller-Bridge est une idée de génie. L'actrice et autrice de Fleabag y déploie tout son charme et sa malice, ce qui fait de son personnage un miroir féminin assez passionnant d'Indy, y compris dans ses défauts. Elle est tout aussi égoïste, arrogante et un poil manipulatrice, mais le monde autour d'elle tente à lui reprocher un peu plus par sa seule condition de femme. Ce qui est assez réussi, c'est qu'en faisant de ce duo les deux faces d'une même pièce, le récit joue assez habilement avec le conflit de génération qui les oppose, ce qui pour le coup ne marchait pas beaucoup dans Le Royaume du Crâne de Cristal. En revanche, pour les méchants, c'est un peu plus compliqué, la faute à un manque flagrant de caractérisation. Alors bien sûr, Mads Mikkelsen est toujours génial quand il joue les mecs glaçants à l'accent marqué, donc je suppose que c'est une façon polie de dire qu'il était toujours né pour jouer les nazis, mais globalement ça pisse pas bien loin et c'est surtout dommage pour le pauvre Boy Holbrook qui faisait déjà le méchant dans Logan et qui là n'a pas grand chose à jouer. Bon après j'ai envie de dire que c'est pas si grave parce que le plus important c'est bien sûr Harrison Ford qui offre pour le coup une performance en accord avec le passif du personnage mais avec un regard plus triste et mélancolique.
Et c'est parfait pour le ton du film, qui n'a pas tant besoin de tirer sur la corde nostalgique, bon, ça fait 2-3 moments quand même, mais préfère un hommage sincère à une certaine idée du blockbuster hollywoodien, sublimé par la musique toujours aussi enivrante de John Williams. On est bien face à la fin d'une époque, et le cadran de la destinée fait d'ailleurs le choix de raconter son histoire en 1969, au retour de la mission Apollo 11. L'homme a marché sur la Lune, a le regard tourné vers le ciel et l'avenir, mais on oublie le passé, alors que le vrai danger, c'est que certains rêvent de le changer et de le réécrire. Oui, Indiana Jones 5 parle en substance de révisionnisme et de l'importance de son héros comme gardien de l'histoire, ce hors-champ après lequel il a toujours couru. Indiana Jones, c'est après tout un personnage qui cherche une béance, le vide d'un passé qu'on n'a pas vécu nous-mêmes et qu'il faut apprendre à combler. Mangold relie évidemment ça avec les propres pertes d'Indy, et sans entrer dans le détail, tout ça amène le choix du dernier acte à être aussi cohérent que franchement courageux, parce que franchement c'est assez casual comme truc. C'est même un beau point final pour l'héritage d'une icône qui a construit un pan d'imaginaire du 7e art à elle seule. Alors certes, tout n'est pas réussi, mais James Mangold aurait pu se retrouver paralysé par un tel défi. Au lieu de ça, il l'a pris à bras-le-corps, quitte à aller au bout de ses maladresses. Et franchement, dans le domaine du blockbuster américain contemporain, c'est déjà pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir Écran Large si vous voulez qu'on puisse continuer à être les aventuriers de l'actu cinéma. Pour ça, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, mais aussi aller sur le site où on propose plein d'articles et même un abonnement premium pour plein de dossiers exclusifs sur des films trop cool. On a aussi notre tout nouveau podcast La Réu, où on va d'ailleurs revenir plus en détail sur les films du Festival de Cannes. Et enfin, si vous voulez nous voir pour de vrai, vous pouvez nous retrouver une fois par mois au Club de l'Étoile à Paris pour le grand écran large, notre rendez-vous cinéma, où on passera le 23 juin Shaolin Soccer. Voilà, merci et à la prochaine. Ciao.